Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée Le chant des sirènes. On est à l'antenne, en direct, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ici, on parle d'un peu de tout, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, de nos découvertes, de nos réflexions. Des fois on pleure, parfois on bégaye, mais on rit souvent et on est toujours bienveillante. Enfin, on essaye de l'être. Bref, on vous partage tout, presque sans filtre. On apprend chaque jour et parfois à l'antenne en direct à déconstruire l'ancien monde pour en construire un nouveau, mieux, plus juste, plus inclusif et surtout moins sexiste. Ici, dans Le chant des sirènes, on vous parle de ce qui nous inspire et surtout de celles qui nous inspirent. Ces femmes qui changent le monde, celles dont on parle parfois mais jamais assez, celles qui sont parfois reconnues pour leur travail mais rarement suffisamment. Et ce soir, tout particulièrement, parce qu'il y a tellement de sujets à traiter quand on regarde le monde par le prisme du féminisme, qu'il faut bien commencer quelque part. Alors à chaque émission, nous avons un thème, une sorte de fil rouge pour qu'on ne se perde pas trop et qu'on arrive, à mesure que les émissions s'enregistrent, à vous parler d'un maximum de sujets et vous faire découvrir un maximum de femmes incroyables. À commencer par nous, évidemment. Le thème de ce soir, 85e émission du chant des sirènes, est championne. Et pour en parler, nous retrouvons ce soir autour de la table un banc de sirènes avec plein de choses à dire. Salut Marie. Coucou Aubery, bonjour tout le monde. Alors de quoi tu vas nous causer ce soir ? Eh bien ce soir je vais vous parler des femmes et du sport car c'est une longue histoire de combat. Alors, j'imagine très bien. Nous retrouvons aussi Caroline. Salut Caro. Bonsoir. De quoi tu vas nous causer ? Ce soir, je vais parler des femmes championnes du monde des stéréotypes. Je sens qu'on va se régaler. Et Gabrielle, salut Gabrielle, tu vas nous dire quoi toi ce soir ? Ça faisait longtemps et ça me fait bien plaisir d'être là. Et je reviens pour une chronique que j'ai intitulée Les championnes, une histoire de courage. Je vais parler d'histoire de la langue. Oh, fantastique. Et ce soir, ce n'est pas Tiffaine à la réalisation parce que notre super championne a décidé d'attraper le Covid après tout le monde pour être original. Et donc Mathieu, c'est Mathieu qui nous permet d'être en direct dans vos oreilles ce soir. Salut Mathieu. Bonsoir. Ça change d'ambiance. Merci Mathieu. Et gros bisous à Tiffaine du coup. Et nous avons ce soir un public derrière nous, donc la pression est maximum. Nous n'avons jamais eu autant d'auditeurs et d'auditrices que ce soir, donc c'est pas tout à fait pareil. Peut-être que vous entendrez des rires et des applaudissements par milliers, au moins. Voilà, merci. Écoutez. Oh. Un public qu'on retrouvera bientôt sur les antennes du chant des sirènes. Oui, on vous en dira plus tout à fait. Projet en cours. Et bien maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau, et je crois Marie que tu nous as dégoûté une petite pépite musicale, mais comme à l'accoutumée. Tout à fait. On va écouter une artiste qui s'appelle Rosalía, de son vrai nom Rosalía Villa-Tobela, qui est auteure, compositrice, interprète, musicienne, actrice, danseuse espagnole. Voilà, à 30 ans, cette jeune femme née en Catalogne s'intéresse très tôt à la musique et au chant, grâce à son père qui l'initie dès ses 7 ans. À 13 ans, elle fait la rencontre de sa vie, c'est le flamenco. Elle se passionne pour la musique gitane. Elle étudie à l'École supérieure de musique de Catalogne. Une grande personnalité, un grand talent. Rosalía mêle sonorité et rythme traditionnel du flamenco, notamment les palmas, donc c'est les claquements de mains des danseuses de flamencas, au rythme reggaeton, hip-hop et R&B. Riche de sa culture et de ses racines espagnoles, elle est en même temps résolument dans son époque. Ses collaborations avec le chanteur britannique James Blake et le hitmaker latino J Balvin en témoignent. Rosalía a reçu le Latin Grammy Awards en 2017 et 2 en 2018. Attention. Et là, on va écouter un morceau avec un featuring. Donc, c'est Rosalía featuring Tokischa pour le morceau La Combi Versace. Anda por la noche, puesta para el derroche, tu pela salvaje, la combi Versace. Anda por la noche, puesta para el derroche, tu pela salvaje, la combi Versace. ¿Qué fue? Vestida con colabo, Angela colabo, Medusa arriba y abajo, Calabruni guapo, Donate la Frenzy, kilo tela, soltando los Benji, cheque, Hoy party con la Fania, jangueando con salseros, bendicen todas mis canciones, para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta para el derroche, tu pela salvaje, la combi Versace. Anda por la noche, puesta para el derroche, tu pela salvaje, la combi Versace.
Como que ve? Rusi si son coming. Usi Arinoni. FaceTime con Milano. Dios bendiga a Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a Zari. Llegó a la mente Pony. Pa' que tú te enamores. Juntas por la noche, puesta para el derroche. Tu pelo salvaje, la combi Versace. Juntas por la noche, puesta para el derroche. Tu pelo salvaje, la combi Versace. Es el lazo, Versace saliendo del callejón. Desfilamos Dior Custom en el colmatón. Con la tanga Gucci en una cola de motor. Me llevo todo el mall, montada en un camión. El rojo con el rosa. Vestida de blanco, me he visto de novia, pero no soy tu esposa. Los tenis Valentino, Bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro. con diamantes sol marino. Y si yo llevo la ropa pique porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de paca, me veo original. Es la marca más cara que tú no vas a poder capiar. Juntas por las noches, puesta para el derroche. Tu pelo salvaje, la combi Versace. Juntas por las noches, puesta para el derroche. Tu pelo salvaje, la combi Versace. Por román, con la ley, por román. Se me ve el culo en Versace, fuera, del bajo mundo, fuera. Con la ley, fuera, yeah, fuera, se me ve el culo en Versace. Se me ve el culo en Versace, del bajo C'était la combi Versace de Rosalia. Vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission Féminine, Féministe et Engagée, le chant des sirènes, en direct à l'antenne, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ce soir, on vous parle de vainqueurs, de conquérantes, de combattantes, de virtuoses, de maîtresses toutes catégories. Bref, on vous parle de championnes. Comme à l'accoutumée, on se donne d'abord des petites news, mais des bonnes news évidemment. Et je crois, Marie, que tu avais des news... J'en ai une, mais c'est pas une très bonne news. Eh ben, est-ce que tu veux la garder pour au milieu ? Est-ce qu'on peut la glisser dans... Au moins, on peut commencer par là. Allez, comme ça, commençons. c'est fait. Je sais pas si vous avez vu, mais samedi dernier à Kaboul, en fait, il y a une vingtaine de femmes et de filles qui ont manifesté contre la décision des talibans d'interdire l'enseignement secondaire aux filles. Donc effectivement, les talibans, ils sont au pouvoir depuis 7 mois en Afghanistan et ils n'arrêtent pas de multiplier les restrictions sur les droits des femmes. Et donc ces femmes se sont réunies contre la fermeture des études secondaires aux femmes afghanes. Donc voilà, il y avait il y avait une vingtaine de manifestantes parce que bon, là-bas on peut se faire tuer pour pas grand-chose quand on est une femme. Donc voilà, elles ont scandé: ouvrez les écoles, justice, justice. Vous avez pris ma terre vertueuse, ne prenez pas mes efforts et mon éducation. Donc la manifestation, elle a duré 1 heure avant d'être dispersée par des talibans armés arrivés sur les lieux. Bon, évidemment l'ONU a condamné, etc. Mais voilà, et le ministre des talibans évidemment a dit non mais c'est pas du tout contre l'éducation des filles qu'on en a, c'est pour ça qu'on leur interdit l'école. Mais voilà, enfin seuls les cours de primaire sont désormais autorisés pour les filles. Et voilà, donc c'est bien triste et on soutient vraiment toutes ces femmes, même si elles sont loin et que malheureusement on peut pas les aider face à ces gens. Mais voilà, c'était juste pour leur montrer notre soutien. Bah, c'est déjà que c'est très triste. C'est quand même des sacrées championnes aussi d'avoir le courage de manifester quand on sait la répression qu'il peut y avoir ensuite. Donc, tout à fait. On salue le courage de ces femmes. Caro, est-ce que tu avais une good news ? Oui, alors vraiment sans transition, aucun lien. Je pense que vous avez peut-être vu passer cette nouvelle. Une équipe de scientifiques américains a annoncé la semaine dernière avoir mis au point une pilule de contraception masculine. Alors, elle est efficace aujourd'hui à 99% chez les souris, donc on sait qu'il faut passer par ces étapes-là et que voilà, il faudra adapter ça à l'être humain. Donc, à la différence de la pilule féminine et des tentatives menées depuis les années 60 pour créer un équivalent masculin, il y a cette possibilité de pilule de contraception pour les hommes. Alors on remarque depuis les années 60 ils sont en train de travailler dessus. 2022, 62 ans pour en arriver là. Ouais. Heureusement que c'est pas la même équipe qui a géré le vaccin contre le Covid parce que sinon on y serait toujours. En tout cas, cette pilule a la particularité de ne pas fonctionner à la pilule hormonale aujourd'hui
à destination des femmes, ce qui pourrait permettre d'éviter un certain nombre d'effets indésirables observés avec la contraception hormonale normalement. Donc ces dernières années, parmi les différentes voies de recherche, il y a eu des traitements anti-testostérone, mais le problème de ces traitements hormonaux, c'était les effets secondaires pour les hommes, dont notamment la baisse de libido, des troubles de l'érection, la fatigue. En effet, ce serait quand même sacrément embêtant de mettre sur le marché une méthode contraceptive qui produise autant d'effets secondaires. Imaginez, comme ça, si la pilule contraceptive à destination des femmes produisait, je sais pas moi, un effet sur le poids, la libido, donnait de l'acné, des douleurs... Ce serait vraiment inimaginable. Vraiment, ce serait... je pense qu'à coup sûr, personne ne prendrait cette méthode de contraception. Ah, attendez, pardon, qu'est-ce qu'on me dit ? Ah oui, non, en fait, c'est déjà le cas pour les femmes. Elles subissent depuis des décennies les effets secondaires de la pilule contraceptive. Bon, vous allez dire que je suis jamais contente, mais bon, je me réjouis de quand même... On a dit des bonnes nouvelles. Voilà, je me réjouis de cette avancée scientifique qui permettrait enfin un jour de faire porter la question de la contraception à l'ensemble du couple et impliquer les hommes. J'ai quand même ressenti une petite douleur dans le bas du ventre en lisant que la version hormonale de la pilule contraceptive pour hommes avait été mise de côté du fait des effets secondaires. Bon, c'est peut-être un effet de la pilule, me direz-vous. Oui, c'est ça, c'est parce que t'es trop sensible, Caro. Et moi, sans transition aussi, vous avez peut-être vu passer cette vidéo qui tourne depuis quelques jours sur Internet d'une interview de grands PDG et qui sont interviewés comme s'ils étaient des femmes, c'est-à-dire qu'on leur pose les questions qu'on pose aux femmes dirigeantes lorsqu'elles sont interviewées. Donc c'est à la fois très déstabilisant et évidemment édifiant de la différence de traitement journalistique entre les hommes et les femmes. Toute cette vidéo vient de la campagne qui s'appelle « Et si on posait les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes ?» Très facile à retrouver. Une campagne de l'agence Mots-Clés, commandée par le collectif Sista et le fonds de dotation Mirova Forward. Elle a été publiée le 24 mars 2022. Elle analyse donc un corpus de 118 articles, donc des interviews, des portraits, provenant de 19 titres de presse généraliste, économique, financière et féminine. L'étude relève plutôt que la mention systématique du caractère exceptionnel de la présence de la femme dirigeante dans un milieu masculin, les verbes d'action sont davantage réservés aux hommes, tandis que les verbes de médiation sont plutôt fortement associés aux femmes. 80% des interviews portraits sur des sujets d'expertise sont portés par des hommes, tandis que les femmes sont souvent interrogées sur des sujets non liés à leur cœur de métier. L'expression « jeune femme » apparaît 5 fois plus souvent que l'expression « jeune homme ». Un article sur 3 interroge la femme sur son engagement féministe. Donc, en complément de cette étude, la société de production Malmo Production a réalisé une campagne vidéo dans laquelle 8 hommes dirigeants ont répondu à des questions habituellement posées aux femmes. Donc, des dirigeants quand même comme Xavier Niel, de Free, notamment Thierry Deo, Nicolas Hieronymus de L'Oréal, enfin voilà, des gros noms. Ils ont été interrogés par Alison Chassagne, créatrice de la chaîne YouTube Glamouze. Donc si vous voulez voir les réactions de ces grands dirigeants à des phrases comme « Vous êtes très beau, c'est un magnifique costume, il vient d'où ?» ou « Quelle est votre morning routine ?» Je vous conseille vraiment, c'est assez légendaire quand même. Autre good news pour finir un peu ces news, Jimena Sarmiento, 30 ans, se lance dans un tour du monde militant. Donc sur son bateau féministe, elle souhaite accueillir des femmes et des hommes trans lors d'une aventure sur les mers du globe et lutter contre les discriminations. Donc elle avait travaillé pour l'ONU en tant que consultante en inclusion et en lutte contre les discriminations, et Jimena se lance maintenant dans une nouvelle aventure, le tour du monde en voilier, ouvert aux femmes et aux hommes transsexuels au départ de Paimpol, c'est pour ça que j'en parle. Donc le voilier s'appelle Quinixa. Il part en mars de Paimpol pour longer donc toute la Bretagne vers le sud. En avril, il sera en Espagne. En juin, il sera le long du Maroc, de la Tunisie. En septembre, le long de la côte nord de l'Afrique, puis de la Mauritanie à l'Égypte. Voilà. Et elle continue, elle fait son tour du monde. Elle invite tous les gens intéressés à venir, donc évidemment dans la limite des places disponibles, puisque ça reste un bateau. Voilà, bref, une vraie championne qu'on aime et qu'on admire. Après toutes ces good news, presque, je vous propose qu'on s'écoute un petit titre et qu'on se lance ensuite dans le vif du sujet. Les championnes. Marie, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh bien, ils nous viennent de Lyon. C'est le trio Johnny Car Wash qui a été créé en 2018, qui s'inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne autodestructrice de Fiddler et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux courts et ciselés oscillent entre punk frontal et flow à fleur de peau. Un peu de légèreté, beaucoup de fun. Vous pourrez les découvrir sur la scène au Havre dans le cadre du festival Fall Weather le samedi 21 mai. Et on va écouter le morceau I Don't Give a Shit issu de leur dernier album qui s'appelle Teenage Hands, sorti en début d'année. I don't care, I don't give a shit. I don't care, I don't give a shit. I don't care, I don't give a shit about you.
Cachette de Johnny Carouache. Vous êtes bien sûr Westrack Radio, l'émission féminine féministe engagée en direct un lundi sur 2, le chant des sirènes. Ce soir, on vous parle de vainqueurs, de conquérantes, de combattantes, de virtuoses, de maîtresses, toutes catégories. Bref, on vous parle de championnes. Alors, on parle de championne, mais d'abord, c'est quoi une championne ? Gabrielle, de ta voix douce comme un plaid, qui nous transmet ta passion des mots, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mot et ce qu'il veut dire ? Tout à fait, avec plaisir. On va commencer par quelque chose de très simple. Lorsqu'on entre innocemment dans la barre de recherche Google le mot championne, il faut attendre très péniblement la 2e page des résultats pour trouver un lien qui ne fasse pas référence à une émission de télé-réalité de TFX nommée Championne, famille de footballeurs. Dans cette émission, il faut déplorer une double occultation. Ces championnes, ce sont les femmes des footballeurs. Leur mérite est donc d'avoir su pousser bien à l'ombre de leur champion qui, lui, ramasse le blé et les lauriers. Mais TFX pousse encore plus loin l'occultation. Le titre, ce n'est pas « Femmes de footballeurs », mais famille de footballeurs. En plus d'avoir poussé à l'ombre, ces femmes sont incluses dans le mot famille, caché. Le lien implicite doit se faire tout seul. Ce sont de super mamans, des superwomen de la maternité. Merci TFX pour ce double foutage de gueule. Revenons vers ces résultats Google autour du mot championne. À la 2e page des résultats, vous tomberez sur le joli podcast d'Eurosport nommé Championne du monde et qui s'intéresse au sport pratiqué par les femmes. On se rapproche déjà un petit peu plus des lauriers. Mais c'est quoi une championne, au juste ? Le champion désigne à l'origine des combattants en champ clos qui défendent une cause. Un homme donc, similaire au chevalier. À la Renaissance, on va abandonner le champ clos pour ne garder que l'idée morale. Est champion celui qui combat, qui s'oppose. C'est alors qu'apparaît le féminin championne. Elle peut désigner une femme hardie qui défend une cause. Et c'est dans les années folles, les années 1920, et le développement des compétitions sportives, notamment féminines, que les championnes deviennent enfin les femmes victorieuses, les lauréates, enfin les lauriers. Colette parle ainsi de championne à la course dans la maison de Claudine. Ainsi, si les hommes ont eu longtemps le monopole du combat physique, le combat moral a trouvé assez tôt ses championnes. Car il en faut du courage pour supporter de pousser à l'ombre. Pour rappel, vous le savez probablement, ce courage est dérivé du cœur, l'organe, le siège des sentiments, mais aussi siège de la mémoire, par cœur, comme le dit l'expression, de l'envie, du désir. On a en effet à cœur de faire quelque chose. Le centre aussi, lorsqu'on parle du cœur de la nuit. Et encore un peu de courage, lorsqu'on dit mettre du cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, revenons à TFX et à ses super mamans. Leur sexe les disposerait du bon côté, du bon cœur maternel, et à leur mari reviendrait le courage sur le terrain. Mais l'ancien français désignait, lui, comme courage les sentiments eux-mêmes. Aimer de bon courage signifiait ainsi aimer très fort, d'un cœur sincère. Mais alors, tout se mélange. Les sentiments, le courage, rien ne va plus. Mais rassurons-nous, c'est au XVIIe siècle, époque de la relégation féminine au second plan de la grammaire, que courage va perdre sa large polysémie et ne plus désigner que la bravoure et la vaillance. Corneille, au milieu du XVIIe siècle, faisait encore demander à Roderick s'il avait du cœur pour lui demander s'il avait du courage. Mais ce sont les derniers battements de ce mot en ce sens. Le cœur sentimental ira aux séries à l'eau de rose et le courage, lui, ira au terrain de foot ou à la guerre. Mais parce que nous sommes en période de campagne électorale, je paraphraserai Giscard pour conclure cette chronique. Messieurs, vous n'avez pas le monopole du cœur ni du courage. Donc haut les cœurs, les championnes. Merci Gabrielle. Je sais pas qu'on allait paraphraser Giscard un jour dans cette émission. Tout arrive. Rien n'est impossible. Mais merci, comme d'habitude, on ressort plus cultivée, plus sereine après tes interventions. Et maintenant qu'on sait ce que sont les championnes, peut-être Marie, tu peux nous en présenter quelques-unes. Il me semble que tu nous as préparé un petit panel et un historique des championnes sportives. Oui, plus ou moins en fait, parce qu'effectivement, même s'il subsiste encore à l'heure actuelle des différences entre les hommes et les femmes en matière de pratiques sportives,
alors de masse et aussi de haut niveau, et aussi des différences de représentativité dans les instances sportives, mais que de chemin parcouru quand on songe aux origines du sport qui tenait les femmes totalement à l'écart. Alors pourquoi les femmes ont-elles dû se battre davantage que les hommes pour pratiquer le sport ? Je vais vous expliquer quelques étapes de ce long combat. Et du coup, la genèse, en fait, tout commence par une histoire de corps. La pratique sportive est intimement liée à l'utilisation et l'exploitation de son corps. De fait, au fil des époques, l'appropriation du sport par les femmes s'est naturellement heurtée aux représentations normatives du corps et de la féminité, qui englobent donc la sexualité, la beauté et la maternité. Au fil des décennies, le corps médical, les institutions, les politiques et l'opinion publique se sont emparés de ce débat et ont dicté donc le cadre de la pratique sportive pour les femmes et les filles. C'est eux qui décident bien sûr de ce qu'on a le droit de faire. Donc les facteurs sociaux, culturels et conjoncturels, évidemment, selon l'histoire, ont contribué à créer des inégalités dans l'accès au monde du sport pour les femmes. L'école et l'éducation physique en particulier, qui ont eu un rôle majeur dans l'intériorisation des modèles de féminité en France et ailleurs. Du reste, l'histoire nous montre qu'il y a deux processus différents dans l'accès à des disciplines comme... alors il y a des disciplines qui sont considérées comme masculines, le foot, le rugby, la boxe, la lutte, ou les disciplines gracieuses, telles que la gymnastique, le patinage et tout ça. Donc c'est un axe d'étude qui est encore d'actualité aujourd'hui d'ailleurs. Mais tout commence en l'an de grâce, en moins 440 avant Jésus-Christ. Ça va être très long. Ça va être long. Non, vous ne connaissez sûrement pas son nom, mais le nom de Calipatera. Ça vous dit rien, mais pourtant, elle est en cause dans la mise en place des premiers tests de féminité aux Jeux Olympiques. Et oui, en 440 avant Jésus-Christ, elle entraîna son fils pour les JO, donc les Jeux Olympiques, on sait bien que c'est les Grecs qui ont tout inventé. Et elle était obligée de se déguiser en homme, du coup, pour accompagner son fils à l'Olympe. Elle était tant excitée par la victoire de son fils qu'en fait, sa tenue se déroba. Et les dirigeants décidèrent ainsi qu'entraîneurs et athlètes participeraient en tenue d'Adam maintenant, pour ne plus se faire avoir. Ironie de l'histoire, de nos jours, les tests de féminité sont utilisés pour s'assurer au contraire que les hommes ne se font pas passer pour une femme. Voilà, et jusqu'en 1900, il était très mal vu pour les femmes de participer à des compétitions de combat, la plupart devant se déguiser pour prendre la cotte de maille. Voilà. Au Moyen-Âge, donc l'exception est la règle. Les rares exemples de femmes sportives au 19e concernent que quelques nobles. Donc on peut citer en 1424 Margot la Heunière qui remporta une compétition de jeu de paume, qui est l'ancêtre du tennis. Ouais. Son jeu impressionna les hommes. 140 ans plus tard, c'est la reine d'Écosse, Mary Stuart, qui fut la première femme à pratiquer le golf. Alors apparemment, elle provoqua un scandale à l'époque parce qu'elle a joué une partie peu de temps après le meurtre de son époux, Lord Darnley, dont elle était peut-être impliquée dans son meurtre, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Après, on passe du coup à l'exercice physique qui entre à l'école pour aider les femmes à faire le ménage, bien sûr. Donc c'est le paradoxe. Paradoxalement, c'est un texte qui serait jugé aujourd'hui extrêmement misogyne, qui marque le coup d'envoi en fait de la pratique sportive de masse pour les femmes. Donc c'est la défaite en 1870 et la chute du Second Empire. Je vous passe l'histoire, mais qui pousse les politiques à donner une dimension nationale et utilitaire au sport et à la gymnastique, qui devient une priorité nationale. Et oui, l'éducation physique est inscrite dans la loi de 1882 avec cette formule: l'école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer donc les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat, et les jeunes filles aux soins du ménage et aux ouvrages des femmes. Bien sûr. Voilà, mais bon, heureusement, à la fin du 19e siècle, la pratique féminine se développe. C'est la fin des jupes longues. Mais les sportifs sont priés d'abord de conserver une part de féminité, s'il vous plaît, il ne faut pas quand même exagérer. Donc avant l'intervention d'Amelia Jenks Bloomer en 1850, les sportifs devaient courir en jupe longue. Bah oui, c'est plus facile. Voilà. Donc Amelia, elle a créé les Bloomers, c'est ces shorts culottes en fait pour l'athlétisme et le volley, initialement utilisés pour faire de la bicyclette. Voilà, donc en 1900, les femmes ont le droit de participer aux Jeux Olympiques, alors seulement en tennis et en golf, attention, tranquille. Mais les hommes, sont toujours sceptiques à leur participation. Comme le montre la citation de Maurice Boguet, la femme n'est pas faite pour lutter, mais pour procréer.
Ok, Moi, ça mérite d'être merci. Donc les femmes ne sont donc présentes que pour des sports de démonstration et de lancement et sont rabaissées pour leur qualité physique inférieure aux hommes, bien sûr. Hein. Donc on signale également en 1901 le lancement d'un magazine périodique qui s'appelle Femina, qui a pour cible la bourgeoisie féminine, mais son contenu accorde une place importante aux loisirs et au sport. Voilà, on arrive à notre ami Pierre de Coubertin. Voilà, au début du XXe siècle, que naissent les premières sections féminines sportives. Mais la méfiance des hommes à l'égard des sportifs demeure, à l'image de cette phrase prononcée par Pierre de Coubertin. En 1912, les Jeux Olympiques devraient être réservés aux hommes. Leur rôle, entre parenthèses, les femmes, est avant tout devrait être de couronner les vainqueurs. Merci mec, c'est trop sympa. Donc Alice Milla, sportive française et ambassadrice du sport féminin, elle fonde en 1917 la Fédération des sociétés féminines sportives en France, puis après la Fédération sportive féminine internationale, afin d'offrir aux femmes des compétitions en alternance avec celles qui sont proposées aux hommes, et se bat pour inclure les femmes dans les compétitions officielles. Donc un combat qui finira quand même par porter ses fruits, puisque lors des Jeux Olympiques d'été en 1928, il y avait seulement 277 femmes qui auront le droit de participer aux épreuves d'athlétisme, aux côtés de 2606 hommes. Hein, voilà. L'entre-deux-guerres permet la popularisation du sport féminin. Les femmes féministent peu à peu les pratiques sportives. On arrive à la défaite de 1940 face aux Allemands et au maréchal Pétain qui confie à Marie-Thérèse Heuchem la tâche de réorganiser le sport féminin avec des consignes pour le moins particulières motivées par des considérations médicales, sociales et morales. Donc le sport féminin se doit de garder de tout risque de masculinisation, on a compris un peu, surtout vous restez bien féminines les filles, hein, on veut pas vous voir dans l'effort ou quoi, loin des excès de la compétition et de l'exhibition spectaculaire bien sûr. Donc la pratique du sport pour les femmes, en gros, pour le dire autrement, c'est aux yeux du gouvernement de Vichy, les femmes doivent être en bonne santé pour procréer, bien sûr. Mais heureusement, le droit de vote des femmes marque un nouveau départ. On l'oublie trop souvent, mais c'est par une ordonnance du 21 avril 1944 qui est donnée aux femmes le droit de voter et d'être élues. Donc ça fait quand même 79 ans, une vie de femme après. Cette date marque le début d'une nouvelle ère, hein, la fin de la guerre et le début des 30 Glorieuses font le reste. Juste après la guerre, plusieurs fédérations nationales accueillent hommes et femmes. Mais bon, toutefois, les institutions sportives restent quand même dirigées par des hommes et l'école devient mixte, mais pas encore l'éducation physique. Certains sports comme le football restent interdits. Plus pour très longtemps, heureusement. En 1970, c'est la date de naissance de la mixité. Et oui, ça y est, en 1970 qu'est décrétée la mixité dans les cours d'EPS, donc d'éducation physique et sportive. La vague de mai 68 est passée par là et quelques performances retentissantes de sportives également, comme celle de la skieuse Marielle Gottschel, première femme désignée championne des champions, hein, quand même, par le journal de l'équipe en 1964. C'est aussi en 1970 que le football est enfin autorisé pour les femmes. Les États-Unis adoptent aussi en 72 un amendement qui s'appelle Title IX, qui autorise justement le sport dans les universités et du coup il y a un essor exceptionnel des sports féminins scolaires et universitaires. Et puis on en arrive au tennis, parce que le tennis quand même est pionnier dans l'égalité. C'est en 1973 que Billie Jean King, alors meilleure joueuse du monde, menace de ne pas participer à l'US Open si les femmes n'obtiennent pas les mêmes droits que les hommes. Depuis, l'égalité est appliquée pour ce tournoi où hommes et femmes bénéficient des mêmes revenus du premier au dernier tour. Alors l'application fut plus tardive pour les autres, hein, comme le Grand Chelem, l'Open d'Australie ou Roland Garros et Wimbledon qui ont fait ça dans les années 2000-2007. C'est bien. Il y a juste le ministre des Sports qui est trusté tout le temps par des femmes, hein, à mesure que croît le nombre de femmes licenciées au sein des fédérations sportives. Les femmes font peu à peu leur apparition dans les métiers du sport. L'un des métiers les plus féminins, ministre des Sports. Depuis 1981, il y a eu presque que des femmes en fait en France, entre Michèle Agneau-Marie, Marie-Georges Buffet, Roselyne Bachelot, Valérie Fournéron et j'en passe d'autres. Voilà, c'est aussi en 1981 que le Comité international olympique a accueilli pour la première fois des femmes parmi ses membres. Et en 1990, Flore Isava Fonseca devient la première femme élue membre de la commission exécutive du
CIO, donc c'est le gouvernement du sport mondial. Et puis voilà, donc aujourd'hui il y a quand même 26% des dirigeants des grandes fédérations internationales qui sont des femmes. Mais en France, il y a une seule fédération olympique qui compte une femme comme présidente. Donc voilà, pour terminer, liberté, égalité, mixité. Donc au premier JO en 1900, il n'y avait que 2,1% d'épreuves féminines. En Tokyo 2020, on était à 48% de parité. Donc heureusement, il a fallu presque un siècle quand même pour arriver à ça. Donc voilà, mais les combats restent à mener. Faut pas oublier que le saut en ski n'a été autorisé aux femmes aux Jeux Olympiques que depuis 2014. Voilà, la place des femmes au sein des instances sportives et dans les métiers du sport reste limitée, tout comme la place accordée au sport féminin dans les grands médias. Mais le vrai combat, c'est celui de la mixité. Le jour où le terme sport féminin aura définitivement disparu du vocabulaire populaire, cet ultime combat sera gagné. Eh ben, quelle Voilà. histoire. Merci beaucoup, Marie. C'est vrai. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Non, mais l'histoire c'est est pour longue. ça que- Forcément. L'histoire est très très longue, mais merci beaucoup pour ce Oui. récap. Moi, je ne vais pas courir par boycott. Tu vois, je n'irai pas faire de sport tant qu'il n'y aura pas une égalité complète et totale. Tu sais que depuis 1984, les femmes ont le droit de courir le marathon, donc c'est bon, tu peux y Non, aller c'est par si tu veux. militantisme Ah oui, que je le d'accord, fais. ok. Voilà. Pour toutes les femmes passées qui n'ont pas pu le faire. Exactement, voilà, c'est par pur militantisme. Mhm. Et ben, sur ça, je propose qu'on s'écoute un petit morceau. Et Marie, si tu as encore de la voix, dis-nous tout sur ce qu'on va écouter. Et j'ai trouvé une petite pépite aussi parce que je cherchais. On va écouter un morceau de Sora qui a 23 ans, qui est d'origine anglaise, algérienne et française. Elle est basée maintenant à Berlin. Elle rappe, elle chante en anglais, en français, en allemand. Ses sons varient beaucoup en fonction de ses humeurs. Ça va des vibes hip-hop old school avec des refrains soul, du grime à la drill, qui est un sous-genre musical du hip-hop lancé par de jeunes rappeurs et producteurs originaires des quartiers de Southside à Chicago. Voilà. Elle explique que pour elle, l'important, ce qu'elle essaie toujours de transmettre, c'est un message politique fort, antiraciste, contre le patriarcat, contre la pauvreté et toute forme d'oppression. Voilà, je la cite. J'écris sur mes expériences en tant que femme issue d'un milieu plutôt pauvre, dans une société sexiste, et aujourd'hui en tant que rappeuse femme dans un milieu typiquement dominé par les hommes. Je veux donner aux personnes qui m'écoutent un peu de ma badass attitude pour qu'ils n'aient pas honte de leur corps, de leur apparence, de leurs émotions et de leurs pensées, et d'essayer autant que possible d'être qui ils sont, qui ils veulent être, et défendre leurs droits, ne pas accepter de se faire marcher dessus. Et on écoute le morceau Fighters de Sora et Spock. Zora. Yeah, yeah, Don't go shaming my girls for their appearances. We expected to be slick, fit, fierce bitches. Our bodies, our choice. Listen clearly to our voices. Ain't got nothing to lose. Red flags, poisonous. You son of a cop, not a son of a bitch. I rap bars like a boss. I won't make you rich, but I'll make you twitch. Yeah, I'll make you itch. I cast boss ass spells like a boss ass witch. Tight booty, big booby, soft coochie. Sorry boys, real life ain't no porn movie. Young beauty, thighs juicy, extra fruity. Bitch, you're not old, you're in no smoothie. All I hear when they hating is talk, talk, talk. Like dogs, they be wanting like buck, buck, buck. Sorry, ain't got time for your small, small talk. Would you please go and Cali, take a walk, walk, walk. Cause we fighters on a fucking roll. Never losing hope for revolution, no. And don't expect us to be peaceful. Don't mess with us, we're fucking lethal. Hearts full of rage, yeah, it's late night. Standing up for our rights, no stage fright. The rage don't go away with daylight. Put your hands in the air, we gon' be alright. Hearts full of rage, yeah, it's late night. Standing up for our rights, no stage fright. The rage don't go away with daylight. Put your hands in the air, we gon' be alright. If I say no, I mean no. Get your hands off me, for real though. Don't take no for a yes, you fucking prick. Don't go blaming it on me for what I'm wearing, you dick. We weren't born women, we were made women. Guess they're all just boxes, they pushed us in. They use them to exploit us and divide us like the colour of our skin. If we don't resist now, be sure they're gonna win. Yeah, body positivity ain't the solution, but it's a fucking statement. They could start a revolution. They got persecutions, false institutions, no real solutions, only spreading illusions. Roses are red, my flag is too. I got 5 fingers, middle one is for you. Yeah, roses are red and violets are blue. Those flowers will die in the patriarchy too. Cause we fighters on a fucking roll. Never losing hope for revolution, no. And don't expect us to be peaceful. Don't mess with us, we're fucking lethal. Hearts full of rage, yeah, it's late night. Standing up for our rights, no stage fright. The rage don't go away with daylight. Put your hands in the air, we gon' be alright. Hearts full of rage, yeah, it's late night. Standing up for our rights, no stage fright. The
rage don't go away with daylight. Put your hands in the air, we gon' be alright. We gon' be alright. Yeah, we gon' be alright. We gon' be alright. C'était Fighter de Spoken Sora. Vous êtes bien sûr Westrack Radio, l'émission féminine féministe engagée, le chant des sirènes. On est à l'antenne, en direct, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ce soir exceptionnellement avec du public. Et ce soir, on vous parle de vainqueurs, de conquérantes, de combattantes, de virtuoses, de maîtresses, toutes catégories. Bref, on vous parle de championnes. Et ce soir, Caroline, tu voulais nous parler de championnes d'une catégorie un peu spéciale, des championnes du monde. De stéréotypes. Tout à fait. Alors dis-nous tout. Eh bien, sur Internet, dans les magazines, on peut lire des titres racoleurs comme les femmes championnes de l'intuition ou des articles qui diraient que les femmes sont nulles en orientation, en maths, mais par contre qu'elles excellent quand il est question de faire deux choses à la fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Hein. Et les femmes, comme de nombreuses minorités qui ne seraient pas cis, masculines, blanches et hétérosexuelles, les subissent au quotidien. Alors, astérix, que je ne cesse de répéter ici, les choses ont évolué, oui. Un long chemin a été parcouru, oui, mais la route est longue. Alors, après, c'est vrai qu'il faut dire, avec notre piètre sens de l'orientation, on va pas aller bien vite, malheureusement. C'est vrai qu'on est vite perdu. Hein. Donc ce soir, je voulais vous parler de ces qualités, ces défauts, particularités que l'on assignerait au genre féminin pour plein de raisons ancestrales. On va pas revenir là-dessus, mais plutôt, ce soir, j'apporte des faits. Voilà, dans cette société de la fausse information, des faits, des chiffres, des études qui démontrent que ces stéréotypes sont complètement what the fuck. Donc, j'en parlais à l'instant, les femmes se championnent pour se perdre et prendre une carte routière à l'envers. Donc, les femmes auraient un très mauvais sens de l'orientation. Alors, selon plusieurs études, les garçons réussiraient mieux les tests d'aptitude spatiale. D'où l'idée que les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Et pour expliquer cela, ont été invoquées des explications fumeuses. L'origine remonterait à la préhistoire, les femmes cueillant des plantes, donc localisation, tandis que les hommes chassaient, navigation spatiale. Mais Jing Feng, du département de psychologie de l'Université de Toronto au Canada, a montré que 10 heures d'entraînement à un jeu vidéo d'action, dans lequel il faut rapidement trouver son chemin, éliminer les différences. Voilà, il suffisait de 10 heures d'entraînement, hommes comme femmes, pour complètement éliminer les différences d'orientation. Femme aussi veut dire championne du monde pour faire deux choses en même temps. Bah oui. N'avez-vous jamais entendu cette chose? Mais moi, je suis un homme, je peux pas faire deux choses en même temps, comme toi, parce que tu es une femme. Après avoir disséqué 20 cerveaux, deux anatomistes, Christine Delacoste et Ralph Holloway, concluent en 1982 que le corps calleux, c'est les fibres nerveuses qui relient les deux hémisphères, est plus épais chez les femmes. S'impose alors l'idée que celles-ci seraient plus douées pour exécuter plusieurs tâches à la fois. Or, en 1997, une méta-analyse sur 2000 personnes ne montre pas de différence significative entre les deux sexes. Mieux, on sait que le cerveau, quel qu'il soit, est capable de traiter parallèlement deux tâches au maximum, une dans chaque lobe frontal. Alors, je vous donne pas toutes les références des études, mais je peux vous les citer à la fin si vous voulez. C'est pas des trucs trouvés comme ça sur Wikipédia. Les femmes championnes de l'univers de l'intuition. Et oui, les femmes si intuitives, si sensibles. Les femmes seraient dotées d'un sixième sens dont les garçons seraient dépourvus. Selon la neuropsychiatre américaine Luann Brizendine, je ne sais pas comment on dit. Richard Wiseman de l'université de Hertford au Royaume-Uni a laminé cette hypothèse en 2005 en proposant à 15 000 internautes de discerner des sourires francs de sourires simulés sur 10 paires de photos. Voilà, des photos étaient présentées. Il y a des personnes qui souriaient vraiment franchement et d'autres qui devaient le faire un peu de façon simulée. Alors qu'au préalable, 77% des femmes qui observaient cette situation s'auto-évaluaient très intuitives, contre 58% des hommes. Et finalement, les scores ont été respectivement 71 et 72%. Donc, attribuer cette capacité aux femmes comme qualité première est une façon de minimiser les capacités intellectuelles des femmes, il est complètement faux. Les femmes, pas du tout championnes du monde en maths. Voilà, autre croyance que les femmes sont quand même pas moins bonnes en maths que les hommes. Alors, pour la Canadienne Doreen Kimura, professeure à la retraite de l'université Simon Fraser de Colombie-Britannique, si les filles sont si peu représentées dans des classes scientifiques, c'est parce que leur cerveau n'est pas câblé pour. Sauf que plusieurs études montrent qu'il n'en est rien.
l'European University Institute de Florence, en Italie, et l'Université de Northwestern de Chicago ont étudié les performances en mathématiques et en lecture de 276 000 étudiants de 15 ans vivant dans 40 pays. Donc ça date de 2003 autour d'un programme international. Les résultats sont assez éclairants. Les scores obtenus par les filles en thématiques sont en moyenne de 10,5 points inférieurs à ceux des garçons, mais parce qu'ils sont aussi corrélés au degré d'émancipation des femmes dans ces pays. Pour vous dire les choses très clairement, en Turquie, par exemple, il y a en effet une différence entre les hommes et les femmes de 22 points, là où en Islande, les femmes ont 14 points de plus que les hommes. Donc c'est vraiment lié aussi un peu au contexte éducatif du pays. Mais en tout cas, aucunement à la question du genre. Ensuite, en 2011, d'autres chercheurs ont corrélé les scores de thèse de mathématiques de 2 programmes d'évaluation sur 80 pays, sur plusieurs sexes, etc. Et conclusion, le succès en maths augmente en même temps que l'égalité entre les sexes. Bref, il y a même en fait une étude qui s'appelle la menace du stéréotype, qui biaise un peu ces études-là. En fait, au début des années 90, un chercheur a fait passer un examen de mathématiques à 2 groupes d'étudiants de l'Université du Michigan, composés à part égale d'hommes et de femmes, qui étaient de même niveau, doués pour cette matière. Avant le début de l'épreuve, un des groupes a été informé que les résultats font en général apparaître une différence entre les sexes. À l'autre groupe, on a signifié au contraire que les résultats sont généralement équivalents, quel que soit le sexe. Dans le premier groupe, celui à qui on a insufflé un préjugé un peu sexiste, les garçons ont obtenu un score de 25 sur 30 contre 5 sur 30 pour les filles. What? En revanche, dans le deuxième groupe, sans préjugé, les filles ont obtenu 18 sur 30 de moyenne contre 19 sur 30 pour les condisciples, pour les garçons. Dans le premier cas, la menace de stéréotype a en effet un effet dévastateur chez les filles, mais aussi un effet stimulant chez les garçons. Et allez, un dernier pour la route. Les femmes championnes des accidents de la route. Oh, mytho. Femme au volant, mort au tournant. Oui. On connaît cette citation, je ne sais pas d'ailleurs. Eh bien, ce serait plutôt femme au volant, cliché au tournant. Puisque en France, selon l'Observatoire national de la sécurité routière, 67% des points de permis retirés concernent les hommes. Les hommes représentent 63% des infractions de 3e et 4e classe et jusqu'à 95% des délits. Il n'est pas une infraction répertoriée par ce rapport pour laquelle la proportion des femmes dépasse celle des hommes. Autre exemple, les condamnations pour conduite en état alcoolique en 2015, les hommes représentaient 89% et donc les femmes 10%. Bon, voilà, on est d'accord. Je m'arrête là parce que des études, il y en a plein. Tout ça pour dire que les femmes sont championnes pour recevoir plein de stéréotypes, mais que rien de tout ça n'existe. Que je tiens à votre disposition tous ces chiffres, ces études, et que on arrête d'asséner ce genre de bêtises. Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Nous voilà maintenant nourris de toutes ces championnes. Tout à fait. Championne de la vérité. Championne de la vérité, Oh, Caroline. j'aurais dû penser à ça comme titre. Oui, championne, voilà. Eh bien, je te laisse, Marie, présenter ce 4e morceau pour nous mettre du baume au cœur. Ouais, là, c'est mes petits chouchous du moment. En fait, c'est les Autrichiens de Mother's Cake, les gâteaux de maman. Ils pratiquent une fusion entre funk psychédélique et heavy rock déjanté. Mother's Cake, c'est créé en 2012. Ils ont sorti l'année dernière leur 4e album qui s'appelle Cyberfunk. C'est juste ouf, c'est inclassable, c'est de la fusion pure et dure qui lorgne tantôt vers du psyché à la Mars Volta, du rock prog à la Pink Floyd, du funk rock comme savaient le faire à l'époque les Red Hot Chili Peppers, et voilà, ça mélange balade heavy, tout ça. Dit comme ça paraît forcément foutraque et ça pourrait mais pourtant la maîtrise est là, ce trio savent faire chanter et le font très bien. Enfin, voilà, bref, ça part dans tous les sens et ça réussit à être cohérent quand même. Tout est dans l'art et la manière d'avaler des tonnes d'influences diverses et de les recracher de façon convaincante sans ressembler à un pastiche, balèze quoi. Le morceau qu'on va écouter, il est pas très représentatif car c'est leur slow de Lover, extrait de l'album Cyberfunk. On écoute en boucle et encore en boucle, et c'est un morceau pour tous les amoureux en cette période printanière. Et il s'appelle Love Your Smell. All the bad days
C'était Love Your Smell de Mother's Cake. Vous êtes bien sur Westrack Radio, l'émission féminine, féministe et engagée, le chant des sirènes. Ce soir, on vous parle de vainqueurs, de conquérantes, de championnes. Et moi, je voulais vous parler d'un livre. En fait, je viens de finir un bouquin qui m'a fait pas mal réfléchir. Ce bouquin qui s'appelle « La femme qui en savait trop ». Un roman de Marie-Bénédicte, dont le titre absolument mauvais et pas du tout vendeur, j'en conviens, ne laisse pas du tout présager l'intérêt du livre. Il s'agit en fait de la biographie romancée de Hedwig Kiesler, dite Hedy Lamarr, une actrice, productrice de cinéma et inventrice autrichienne naturalisée américaine le 9 novembre 1914. Elle est née le 9 novembre 1914 à Vienne et elle est morte en 2000 aux États-Unis. Au cours de sa carrière cinématographique, elle a joué sous la direction des plus grands réalisateurs de l'époque. King Vidor, Jeanne Conway, Victor Fleming, Jacques Tourneur, Marc Allégret, et j'en passe et j'en passe. Elle a été désignée en son temps comme la plus belle femme du monde. Rien que ça. Outre sa carrière de cinéma, elle a marqué l'histoire scientifique des télécommunications en inventant, avec le compositeur George Antheil, pianiste et inventeur comme elle, un moyen de coder des transmissions. Par, si vous voulez tout savoir, étalement de spectre par saut de fréquence. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça vous parle plus comme ça, j'imagine, bien sûr. Il s'agit d'un principe de transmission toujours utilisé actuellement pour le positionnement, par exemple, des satellites, les GPS, etc., les liaisons chiffrées militaires et dans certaines techniques Wi-Fi. Et c'est surtout ce point qui m'a fait réfléchir, car son invention n'a pas été utilisée à l'époque, en 1941, et ce pourquoi elle avait été désignée. En gros, Hedy Lamarr avait déposé le brevet de cette invention pour permettre aux armées américaines, à ce moment-là en Seconde Guerre mondiale, d'améliorer leurs torpilles et de rendre indétectables par l'ennemi. Cependant, la Navy a refusé son utilisation, mais garda le brevet top secret et le confia dans les années 1950 au constructeur d'une bouée acoustique capable de détecter les sous-marins, puis de transmettre cette information à un avion en ayant recours à des sauts de fréquence indétectables, comme je le disais tout à l'heure. Plus tard, l'armée et d'autres entités privées mirent au point leurs propres inventions en s'appuyant toujours sur cette technologie. Le tout, évidemment, sans que Hedy Lamarr en tire aucun profit, puisque son brevet avait expiré. Comme c'est pratique. Ce n'est que dans les années 1990 qu'elle fut enfin récompensée pour son travail. Aujourd'hui, on peut citer sans aucun problème au moins 10 noms d'hommes qui sont reconnus aujourd'hui comme des inventeurs ou des chercheurs ayant changé le monde. À part Marie Curie, qui sort un peu du lot, on peut difficilement citer autant de femmes dont le travail est reconnu comme ayant changé le monde. Hedy Lamarr ne devrait pas faire partie de ces femmes oubliées, et pourtant, combien de femmes ont vu leur nom oublié, ou pire, leur travail volé ou associé par des hommes. Notamment, et là je vous ai fait un petit medley, le traitement contre la lèpre, par exemple. Alice Ball est une chimiste afro-américaine ayant développé un traitement efficace contre la lèpre, à partir d'un composant actif de l'huile de chaume gras. Voilà, vous le saurez. Elle est cependant décédée en 1916 à 24 ans, avant d'avoir publié ses résultats. Arthur Dean, alors président de l'université dans laquelle Alice Ball travaillait, en a profité pour s'attribuer ses travaux. Il a fallu attendre 1977 pour qu'une chercheuse redécouvre les recherches d'Alice Ball. Ou encore la structure à double hélice de l'ADN, celle qu'on voit tout quand on pense à l'ADN, on visualise forcément ça. Rosalind Franklin, physiochimiste britannique, est parvenue à prendre des clichés d'ADN permettant de découvrir la structure à double hélice de ce dernier. Mais elle s'est fait voler son travail par James Dewey, Watson et Francis Compton Crick, qui l'ont publié dans la revue Nature sans mentionner la chercheuse. Bien sûr. Évidemment. Rosalind Franklin est décédée d'un cancer en 58. 4 ans plus tard, Crick et Wilkins ont obtenu un prix Nobel pour cette découverte et n'ont même pas pris la peine de remercier ni même de citer celle qui est véritablement à l'origine. Ou le chromosome surnuméraire, donc c'est le chromosome 21, comme on l'appelle. Médecin pédiatre et chercheuse française, Marthe Gauthier a découvert le chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21. C'est pourtant le chercheur, Jérôme Lejeune, qui a annoncé cette découverte lors d'un séminaire et dont la signature apparaît en premier dans l'article scientifique correspondant, avant celui de Marie Gauthier, le nom de la chercheuse qui, en plus, a mal été orthographié.
Voilà, donc ça ce ne sont que 3 exemples. En plus de livres qui remettent la lumière sur les femmes oubliées, sur leur travail volé, donc on ne cite plus Culottée de Pénélope Bagieux ou le dernier ouvrage de Titiou Lecoq, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, ou encore le podcast Une sacrée paire d'ovaires de Marie Bonga. J'ai pris l'habitude, pour ma part, de vérifier pas mal d'informations que je pensais acquises et immuables. Désormais, avec le nombre de sites, d'articles et de femmes qui cherchent à remettre justement l'histoire des femmes sous une lumière plus juste et moins sexiste, il est de plus en plus facile de vérifier que ce que vous avez appris à l'école n'est pas toujours aussi masculin que vous le pensiez. Et en faisant quelques recherches, vous allez être surpris du nombre de championnes oubliées dans toutes ces catégories. Voilà, donc nous mettrons les livres et les podcasts en lien, évidemment, sur notre page Facebook, suivie par des milliers de personnes. Si on devait compter le nombre de fois où on a cité les culottés, voilà, d'un seul coup le nom échappé alors que justement on le cite à peu près à toutes les émissions. Toutes les émissions. Voilà, mais bon, c'est une bonne porte d'entrée sur, non, mais ça a ouvert la voie sur à ces personnes oubliées de l'histoire, et on se rend vite compte que les livres d'histoire sont bien plus masculins que l'histoire elle-même. Donc nous vous conseillons tout ça. Et sur ce, je vous propose qu'on se quitte sur un dernier titre de Marie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On se retrouve dans 15 jours. On se retrouvera dans 15 jours. Sur un thème encore aux petits oignons. Là, on vous prépare quelque chose. Vous n'êtes pas prêts. Je vous donne un Vous indice. Lendemain de premier tour des élections présidentielles. Ah oui, Voilà. L'émission Gueule de Bois. Prenez une bière. C'est la meilleure façon de faire passer Ou un Doliprane. Ou un Doliprane. Ouais. On aura les résultats du premier tour déjà. Ouais. Bref, on va écouter pour finir un morceau d'un groupe, enfin une compagnie un peu qui s'appelle DAC Daughters. C'est un groupe théâtral et musical formé en 2012 à Kiev, en Ukraine. Elles sont issues de la compagnie de théâtre du même nom, créée il y a plus de 10 ans. Le groupe féminin se compose de 7 membres qui varient les instruments et les langues chantées. Elles s'inscrivent dans l'héritage du cabaret punk, tout en incluant des éléments de rap et de musique traditionnelle ukrainienne. Les participants de la troupe manient les instruments avec brio, que ce soit contrebasse, violoncelle, piano, maracas, guitare, violon, batterie, etc. etc. En gros, en tout, il y a une quinzaine d'instruments. Leur performance est présentée comme le style fric cabaret. Voilà, elle travaillait au théâtre de DAC à Kiev, d'où le nom du projet. Elles utilisent souvent des textes originaux d'auteurs reconnus comme Taras Shevchenko, Joseph Bronsky et Charles Bukowski, et l'absurdiste aussi Alexandre Vemdensky. Que nous connaissons tous. Tout à fait. Elles ont également repris le sonnet 35 de William Shakespeare dans le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Rosie Donbass. Elles sont maintenant à Vire. En fait, elles ont évidemment fui le pays. Elles sont à Vire au théâtre de Préau où voilà, la directrice les a accueillies, où elles peuvent être avec leurs enfants et leur grand-mère. Et elles jouent cette semaine à Pont-de-Mer. Tout à fait. Elles jouent le 31, je crois, à l'éclat de Pont-de-Mer. Voilà, on vous fait des gros bisous. On vous embrasse. Gardez la force. Et on écoute DAC Daughters avec le morceau Rosie Donbass. À bientôt. Dans 2 semaines. Salut. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipse stain both moon and sun. And loathsome can care leaves and sweetest bud. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipse stain both moon and sun. And lonesome can care leaves and sweetest bud. I am a lover, lover, I'm a baby ninja. What I gotta make it, I'm gonna
Rosalía.